Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidindi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le commissaire général adjoint de la police nationale du Rwanda, chargé de l'administration et du personnel, Jeanne Chantal Ougeneza, a officiellement clôturé la formation des commandants des postes de police de station, promotion en février 2026. La cérémonie s'est tenue au centre de formation antiterroriste situé à Mayange dans le district de Bugesera. Cette formation d'une durée de 12 semaines a réuni des policiers rwandais, des agents du bureau d'investigation du Rwanda RIB en sigle, ainsi que les participants de la police nationale du Libéria. Dans son discours de clôture, Ougeneza a exhorté les participants à considérer cette étape comme le début d'un nouveau cap dans leur carrière de policier. Elle a souligné qu'ils seront désormais investis des responsabilités accrues, de pouvoir et d'un rôle central dans la gestion des postes de police, qui constituent le premier niveau de contact entre la police et la population. Il ira également rappelé que leur travail quotidien jouera un rôle déterminant dans le renforcement de la confiance des citoyens envers la police. Et puis les membres de l'association Avega Agahozo, qui regroupe les veuves du génocide perpétré contre les Tutsis, participent actuellement à des échanges axés sur la promotion de la résilience. Cette discussion vise à les préparer à l'entrée dans la semaine de deuil, ainsi qu'aux 100 jours des commémorations du 32e anniversaire, de 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Une analyse menée par l'association Avega Agahozo auprès de ses membres a révélé la nécessité de préparer ceux qui portent encore des traumatismes avant le début des activités de commémoration, afin de leur permettre de mieux faire face aux troubles liés au traumatisme. Madame Manzi Alfonsine, présidente de l'association Avega Agahozo, nous partage l'importance des échanges de résilience ainsi que les efforts déployés pour accompagner les membres de l'association à mieux traverser la semaine de deuil et des 100 jours de commémoration. Avega a été à la base d'aider, il a aidé les veuves à travers tout le pays à être ensemble, à unir leurs forces, à se sentir aidés par les autres et donc ne pas se sentir seuls, à les faire sortir de la solitude et à leur montrer qu'il y avait encore moyen de vivre. Puisqu'on était rescapés, il fallait vivre et vivre mieux. Donc je pense que Avega a intervenu auprès des veuves et a prêté main forte et les veuves se sont senties solidaires et ont commencé à voir que la vie après la mort était possible. Bon, disons que ce qui nous a donné la force de continuer à vivre, ce qui nous a donné la force, c'est parce que les hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de la République et la première dame, ont été de nos côtés. Ils ont été de nos côtés de tout temps. Ils nous ont soutenus, ils ont aidés, nous avons reçu du matériel, nous avons été donc encouragés à vivre, mais ils sont intervenus. Et d'abord parce que nous avons eu la sécurité, ça c'était garanti. Et après, quand on a la sécurité, alors on travaille, on dort, et puis le lendemain, on a la force de travailler. Et nous savons qu'ils nous ont sur le cœur. La First Lady, Madame Jeannette Kagame, c'est notre membre d'honneur. Et elle nous aime bien, elle nous l'aimons bien. Nous avons accepté de continuer à vivre. Tu vois, tu es là, tu es veuve, tu as perdu ton mari, tu as perdu tous tes enfants et tu es là. La première question, donc, la première réaction, c'est de dire pourquoi est-ce que je suis restée. Pourquoi est-ce que je suis restée après mes enfants, après mon mari? Pourquoi est-ce que... Mais je pense que le premier rôle que nous avons joué, c'est que nous avons accepté de continuer à vivre. Et puis, il y avait aussi des orphelins. Même pour les veuves qui avaient perdu tous leurs enfants. Il y avait des orphelins un peu partout. Et les veuves ont pris l'initiative de prendre ces orphelins
même pas des orphelins de sang, des orphelins, des voisins, des orphelins qui erraient un peu partout. Et ils ont pris ces orphelins, ils ont mis à la maison. Et de l'autre côté, je pense que l'autre rôle que nous avons joué, c'est que nous avons accepté d'unir nos forces avec les autres Rwandais. Nous avons participé aux juridictions Gacaca. Et puis après, nous avons accepté de vivre avec ceux qui nous ont tués, avec qui ont tué nos familles. Nous vivons ensemble, côte à côte, là, dans les villages. Je pense que si on avait refusé ou bien si on n'avait pas compris, je pense que le pays aurait eu des grands problèmes. Donc si on avait dit non, je ne retourne pas, moi je ne vais pas. Et si toutes les veuves avaient refusé de retourner là où elles étaient avant le génocide, je pense que ça aurait été un grand fardeau pour le pays, pour chercher où les mettre. Et puis, je pense que ça aussi nous avons accepté. Je pense que nous avons accepté beaucoup de choses parce que le pays nous demandait ça, parce que nous avions confiance aux dirigeants du pays, parce que nous voyons que notre rôle est très important pour la reconstruction de ce pays. Ces rencontres donc constituent en outre une occasion de revenir sur l'histoire et les parcours des reconstructions après les génocides contre les Tutsis, tout en renforçant l'espoir et en permettant de transmettre aux jeunes générations l'héritage de la résilience. Parlons politique à présent. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Rwanda tire la sonnette d'alarme sur la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Devant les membres du Conseil, l'ambassadeur Martin Ngoga a dénoncé l'intensification des attaques visant des civils, tout en appelant à une action ferme contre la menace de FDLR et à une application équitable des accords de paix en cours. Le Rwanda soutient pleinement une résolution pacifique et politique de la situation en République démocratique du Congo, en mettant clairement l'accent sur le traitement des causes profondes des défis persistants auxquels la région est confrontée. Nous restons engagés à participer de manière constructive aux efforts visant à parvenir à une solution durable et soutenable. Monsieur le Président, le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo n'est pas de la responsabilité du Rwanda. La préoccupation du Rwanda a toujours été les FDLR et l'idéologie génocidaire qu'ils véhiculent, une idéologie qui se propage désormais dans le discours public. Les FDLR ne sont pas un groupe armé ordinaire. Il s'agit d'une force génocidaire fondée par des éléments issus de ceux responsables du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, et leur idéologie génocidaire n'a jamais changé. Pour le Rwanda, cela demeure une menace permanente, en particulier compte tenu des ravages que notre pays a subis du fait de cette idéologie. Après 31 années de discussion dans cette enceinte sur l'origine et les intentions des FDLR, il ne devrait y avoir aucune ambiguïté. Il s'agit d'un groupe dont l'intention est d'exterminer un peuple. Permettez-moi donc d'être clair. Faire face à la menace des FDLR est indispensable à toute solution crédible et durable au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce groupe doit être neutralisé et son idéologie, ainsi que ses vecteurs tels que les discours de haine, doivent être éradiqués. S'agissant de la situation globale décrite dans le rapport du secrétaire général, il est clair que les évolutions dans l'est de la République démocratique du Congo sont également façonnées par des dynamiques internes qui nécessitent des solutions portées par les Congolais eux-mêmes, ainsi qu'une attention soutenue aux causes profondes du conflit. À cet égard, le cadre de Doha pour la paix constitue une plateforme importante de dialogue visant à traiter ces facteurs internes d'instabilité. Les progrès dans ce processus sont donc essentiels. Les avancées dans le processus de Doha, parallèlement à la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington, seront déterminantes pour parvenir à un cessez-le-feu durable et créer les conditions d'un règlement politique pérenne. C'est à travers ce processus de paix que des questions historiques de longue date, notamment celles touchant les groupes minoritaires, seront traitées de manière définitive. Cette voie offre également un cadre pour résoudre des défis persistants, tels que le retour digne des réfugiés qui vivent dans des camps depuis près de 3 décennies, environ 300 000 dans la région et bien d'autres dans ces pays occidentaux. Le rôle des partenaires soutenant ces processus est tout aussi essentiel. Nous remercions donc les gouvernements des États-Unis et du Qatar, ainsi que l'Union africaine, pour leurs efforts de médiation.
Le succès de ces efforts dépendra d'un engagement continu, impartial et solidement fondé sur des faits et des preuves vérifiables. Les décisions et actions prises en faveur de la paix doivent renforcer la crédibilité de ces processus et garantir que toutes les parties restent également liées par les engagements qu'elles ont pris. Les mécanismes d'application et de soutien doivent s'appliquer de manière équitable et juste et à toutes les parties. En d'autres termes, ces mécanismes doivent non seulement être impartiaux, mais aussi être perçus comme tels. Must not only be even-handed, they should also be seen to be even-handed. Le Premier ministre rwandais, Dr Justin Nsengiyumva, a déclaré au Parlement que le gouvernement continue de privilégier la construction d'un secteur de santé proche des citoyens, capable de fournir des services de qualité, rapides et accessibles. Suivons ce reportage. Lors d'un débat portant sur la poursuite des efforts visant à garantir aux Rwandais une vie saine, sûre et digne, le Premier ministre Dr Justin Nsengiyumva a indiqué que le gouvernement rwandais a mis en œuvre des stratégies articulées autour de 5 axes principaux: le développement continu des soins de santé primaire, l'augmentation du nombre de professionnels de santé, le développement des infrastructures sanitaires et d'autres mesures visant à renforcer les secteurs piliers du développement économique du pays. Le gouvernement continue à construire un secteur de la santé proche de la population et qui offre des services de qualité et rapides et d'une manière accessible à tous. Le gouvernement continue aussi de construire des infrastructures médicales modernes ainsi que des usines pharmaceutiques. Ceci permet la promotion des innovations, la création d'emplois et le développement du secteur privé. En ce qui concerne la qualité des soins à la base, je tiens à vous rassurer que les soins de santé à la base est le pilier de notre système de santé et d'une façon plus large du développement du pays. C'est au niveau de la base que les Rwandais obtiennent les premiers soins pour leur santé à hauteur de 85% et cela permet de réduire considérablement les maladies. Dans le cas de la mise en place de programmes gouvernementaux, nous nous réjouissons que la plupart des soins que les Rwandais allaient chercher à l'étranger sont désormais disponibles au Rwanda. Cette avancée a permis au pays, à partir de 2022, d'économiser jusqu'à 800 000 $ américains pour les opérations de transplantation de reins au Rwanda. Pour que le Rwanda dispose d'un système de santé performant, le Premier ministre a déclaré qu'il est indispensable de disposer d'un personnel compétent et suffisant. Il a souligné les progrès significatifs accomplis par le Rwanda en matière d'augmentation du nombre de médecins spécialistes dans la mise en œuvre de la vision 2050. Aba baganga b'inzobere bunganirwa n'abajyanama b'ubuzima ari nabo musingi w'uru rwego. Ces médecins spécialistes travaillent en étroite collaboration avec des médecins généralistes au niveau de la base. Sur l'ensemble du territoire national, nous avons 58 298 conseillers en santé dans tous les villages du pays. Le gouvernement continue à travailler pour augmenter le nombre du personnel de santé et dans ce cadre, le gouvernement a lancé un programme visant à multiplier par 4 le nombre du personnel de santé au cours des 4 prochaines années en partant de 2023. Le nombre d'élèves qui s'élancent dans une formation de santé est passé de 1604 par an pour atteindre les 6340 en 2025. Cela démontre que ce nombre a triplé en 3 ans. Dans l'ensemble, les personnes qui suivent des études dans le domaine de la santé atteignent les 33 000 et ces derniers auront terminé leurs études d'ici à 2028. Nous allons également renforcer les capacités des enseignants dans le domaine médical, plus précisément en maternité, en anesthésie, en dentisterie et en ophtalmologie. Bien que le Rwanda réalise des progrès impressionnants, les statistiques montrent que les maladies non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, le diabète de type 1 et de type 2, les cancers et les troubles mentaux sont également en augmentation.
Les députés et sénateurs ont appelé à une plus grande attention portée à la question de la santé mentale, qui est préoccupante. Une autre étape majeure pour faire du Rwanda un pôle de santé mondial est la création de la Cité de la santé de Kigali, qui regroupera des hôpitaux de pointe, des facultés de médecine et des instituts de recherche afin d'améliorer les services de santé et d'innover dans ces secteurs. Le Premier ministre a insisté sur le fait que le gouvernement continuera de développer et de consolider les acquis du Rwanda afin que chaque Rwandais puisse bénéficier d'un système de santé durable, pérenne et innovant. Il a déclaré que le gouvernement s'est engagé à poursuivre le développement du secteur de santé afin que le Rwandais puisse également bénéficier d'une meilleure santé et être en mesure de travailler et de contribuer au développement du pays en vue de la vision 2050. Plus de 200 Rwandais viennent de regagner leur pays après un long exil en République démocratique du Congo. Entre soulagement, dignité retrouvée et promesse d'un nouveau départ, leur histoire témoigne des efforts en cours pour restaurer la paix et accompagner la réintégration des populations. Denise Ilangiza, reportage. Plus de 200 Rwandais ayant fui vers la République démocratique du Congo ont été chaleureusement accueillis dans le district de Rubavu. Ces compatriotes expriment un profond soulagement de retrouver leur patrie après des longues années marquées par l'insécurité, les conditions de vie précaires et les violences exercées par des groupes armés, notamment le groupe terroriste FDLR. Leur retour s'inscrit dans un contexte où certains axes deviennent progressivement accessibles, permettant à ces populations longtemps prises au piège de regagner leur pays en toute sécurité. Parmi les 222 repatriés, on dénombre 149 enfants, 58 femmes et 15 hommes. Plusieurs d'entre eux vivaient en exil depuis plus de 3 décennies et ont fui les événements tragiques de 1994. Contrairement aux vagues précédentes, majoritairement composées des femmes, d'enfants et des personnes âgées, ces groupes se distinguent par une présence notable de jeunes, signe d'un nouvel espoir pour l'avenir. À leur arrivée, les autorités locales les ont réservé un accueil digne et leur ont assuré une assistance immédiate, incluant les besoins essentiels avant leur réintégration. Dans un premier temps, ces repatriés ont été transférés vers le camp de Trandis de Nyarushishi, situé dans le district de Rusizi, où ils séjourneront pendant une période d'environ 2 semaines. Ce passage leur permettra de bénéficier d'un accompagnement adapté avant de regagner progressivement leur région d'origine et de retrouver leur famille. Depuis le début de l'année 2025, plus de 7000 Rwandais ont déjà regagné le pays, illustrant les efforts continus du gouvernement et de ses partenaires pour faciliter le retour volontaire et sécurisé des réfugiés tout en favorisant leur réintégration durable dans la société. Le ministère de la Justice souligne la nécessité d'une implication de toutes les parties prenantes dans la promotion et la protection des droits de tous, en particulier ceux des journalistes. Cela a été mis en avant lors des échanges réunissant des journalistes, des institutions publiques ainsi que des acteurs du secteur privé dans le but d'examiner la mise en œuvre de l'examen périodique universel au Rwanda. Jean-Benoît Michel. Certains journalistes indiquent qu'ils font encore face à divers obstacles dans l'exercice de leur profession. Ils appellent ainsi les autorités à renforcer les efforts en fait de garantir pleinement leurs droits et leur permettre de travailler dans de meilleures conditions avec un impact réel. Ngabonziza Dan est le président de l'association des journalistes au Rwanda. L'activité d'aujourd'hui nous réunit en tant qu'organisation engagée pour la liberté de la presse, afin de permettre aux journalistes d'exercer leur métier de manière professionnelle et responsable. Notre objectif est de collaborer avec les partenaires, notamment l'État et les autres acteurs, pour que chaque journaliste au Rwanda puisse travailler en toute confiance, tout en respectant les recommandations et en se développant personnellement. Un expert en droit, Maître Ibambe Jean-Paul, estime pour sa part que certaines lois régissant les médias méritent d'être révisées, en fait de mieux accompagner l'évolution du secteur et de garantir davantage la liberté et la sécurité des journalistes. Il est nécessaire de réviser les lois sur les médias, car celles actuellement en vigueur datent de 2013.
à une époque où les médias en ligne et les réseaux sociaux n'étaient pas encore développés. Leur application aujourd'hui pose des défis, notamment dans la régulation des contenus et de l'expression. Il faudrait également envisager d'y intégrer des dispositions spécifiques relatives à la sécurité des journalistes. Représentant le ministère de la Justice, Ndengenga William a rappelé que les recommandations issues de l'examen périodique universel jouent un rôle important pour les journalistes, notamment en ce qui concerne leur développement, et qu'elles doivent être mises en œuvre de manière concertée. Les journalistes contribuent largement à la diffusion de ces recommandations, mais il existe aussi des mesures spécifiques liées à leur propre développement. On ne peut pas mettre en œuvre des recommandations sans inclure celles qui les concernent directement. C'est pourquoi toutes les institutions, y compris le secteur privé et les organisations religieuses, doivent s'impliquer dans ces réformes prévues notamment au cours du mois d'août. Il convient de rappeler qu'en janvier dernier, le Rwanda a reçu 286 recommandations dans le cadre de l'UPR, parmi lesquelles il devra sélectionner celles à mettre en œuvre en fait de renforcer davantage le respect des droits de l'homme. Il s'agit de la 4e évaluation de ce type pour le pays. Du 25 au 28 mars 2026, Kigali accueille les rencontres internationales du livre francophone, RIF. Cette 5e édition place sous les thèmes inspirants la littérature comme fabrique de la citoyenneté, s'annonce comme un véritable carrefour des débats, des découvertes et d'échanges autour de la place du livre dans la construction du citoyen d'aujourd'hui. Reportage. Fidèle à son esprit d'ouverture, cette 5e édition va proposer non seulement des conférences, mais aussi des ateliers, des lectures publiques, des performances artistiques et des débats, afin de donner à la littérature toute sa dimension vivante et partagée. Les RILF 2026 rassemblent des voix majeures de la francophonie littéraire. Parmi les invités attendus, la romancière rwandaise Scholastique Mukasonga, le dramaturge guinéen Hakim Ba, le journaliste et écrivain français Jean-Michel Dian, mais aussi la professionnelle ivoirienne du livre et de la communication Isabelle Kassi-Fofana. Cette dernière s'est dit ravie de découvrir Kigali et l'Afrique de l'Est. Un rêve qui est devenu une réalité grâce à ces rencontres internationales du livre francophone. Elle s'intéresse à l'écriture destinée à la jeunesse. Pour le public de Kigali, je prépare, comme je dirais, des albums de jeunesse. J'ai pu écrire un ici entièrement que j'ai fini. Je suis en train de le travailler encore. Et puis je vais travailler, comme je travaille sur les rois, les reines, les Afriques, de l'Afrique en général, je vais essayer de travailler sur des personnages historiques du Rwanda. J'ai commencé à faire des recherches afin de pouvoir leur donner toute leur place, je dirais, dans mon catalogue. Et c'est vraiment un bonheur pour moi d'être là. J'ai hâte aussi de découvrir, on m'a dit, le Sombé. Donc j'attends ça. Vraiment. Kigali, c'est un rêve, c'est une découverte à tout point de vue. Je dirais, même culinaire. Vraiment, j'ai hâte. Kigali, vous n'avez pas idée. Vous avez un très beau pays. Félicitations. J'aurais aimé être de ce pays. En tout cas, moi, Kigali, c'est un rêve. Merci de me recevoir. Dans son monde des bienvenus à ces rencontres internationales du livre, Li Fu Mesika, directrice du Centre culturel francophone du Rwanda, a rappelé la vocation essentielle de la littérature, éclairer, susciter la réflexion et inviter à l'action. Selon elle, la littérature n'est pas un luxe, elle est un outil de construction civique. Le public a pu également assister et apprécier les œuvres d'un jeune Rwandais dénommé Ruben à travers son vernissage exposition qui a connu un réel engouement. Dans la soirée, une première table ronde intitulée « Transformation culturelle et historique »
a été animé par Carole Karemera, avec comme invité Gisèle Pinou, Jean-Michel Jean et Mukunde Gustave Mukurarinda. Cette table ronde a exploré la manière dont le récit interroge et façonne les représentations collectives et la place de l'individu dans les sociétés. En procédant à l'ouverture officielle de cette 5e édition, l'ambassadrice de France au Rwanda, Madame Aurélie Royer-Ingounet, s'est réjouie de sa tenue, preuve que l'événement s'enracine dans le pays, dans la région, et le Rwanda confirme son rôle croissant dans la promotion de la culture francophone. C'est un rendez-vous, effectivement, vous le dites vous-même, là, qui s'enracine, et on est très heureux parce que c'est vraiment un temps fort dans notre programmation culturelle ici au Centre culturel francophone, et ça clôt un mois de la francophonie très riche, très dense, où on a parlé de beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses, et on s'aperçoit que finalement c'est la littérature qui rassemble tout ce qu'on a pu faire pour parler culture, économie, éducation. Tout ça se trouve dans la littérature. Donc la nouveauté, c'est beaucoup de choses cette année, des formats nouveaux, notamment avec des rencontres avec les auteurs à la Public Library, avec un temps sur l'heure du déjeuner, avec des conversations et des rencontres plus directes avec les auteurs. C'est aussi, on a mis l'accent sur les scolaires, les enfants. Il y aura plus de 500 enfants qui vont participer à ces RILF. Et puis aussi des rencontres dans les écoles vraiment faites sur mesure pour les demandes des écoles et des professeurs, pour ouvrir les enfants à la littérature, au plaisir de lire. Donc ça fait partie, voilà, c'est des petits formats comme ça qui sont nouveaux. Il y aura une journée spéciale enfants vendredi d'ailleurs. Donc on a essayé de garder ce modèle des rencontres qui sont attendues et qui sont appréciées en y ajoutant des petites touches de nouveauté. Les rencontres internationales du livre francophone 2026 se présentent comme une fête du verbe et de l'esprit, où la littérature s'affirme pleinement comme un acte de citoyenneté. Kigali deviendra, le temps de ces journées, la cité du mot juste et du dialogue vivant, où chaque lecture sera une promesse d'avenir partagé. Le Rwanda accueille depuis jeudi un événement historique, l'une des compétitions internationales les plus prestigieuses, la FIFA Series 2026. Le tournoi a débuté avec les matchs du groupe B, où l'équipe d'Aruba s'est largement imposée face à Macao sur le score de 4-1. Jean-Benoît Michel pour plus de détails. La rencontre s'est déroulée au Kigali Pele Stadium, attira de nombreux spectateurs venus de 4 coins de la ville de Kigali. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction de voir le Rwanda accueillir un tel événement tout en affichant leur confiance envers l'équipe nationale Amavubi, à qui ils donnent de belles chances pour la suite. Cela m'a énormément réjoui de voir le Rwanda accueillir ce type de compétition. Cela montre l'unité avec notre gouvernement et contribue à faire connaître davantage notre pays, tout en nous permettant d'accueillir des compétitions de niveau mondial. C'est une immense joie de voir le monde tourner à nouveau les yeux vers le Pele Stadium. C'est une opportunité exceptionnelle pour les Rwandais, car partout où il y a la paix, le monde souhaite s'y rendre. Il n'y a aucun doute, nous devons remporter cette coupe, gagner 4-0 et repartir avec la victoire pour les enfants du Rwanda. Le secrétaire d'État au ministère du Sport, Rwego Ngarambe, a indiqué que les préparatifs de cette compétition se déroulent jusqu'à présent dans de bonnes conditions. Il a ainsi invité les Rwandais à suivre massivement ces rencontres prévues du jeudi jusqu'au lundi 30 mars. Nous sommes bien préparés, comme vous avez pu le constater, tant au niveau des infrastructures que l'organisation des équipes participantes. Nous espérons que tout continuera ainsi jusqu'à la fin des matchs ce lundi. Cette compétition a été organisée en collaboration avec plusieurs partenaires que nous remercions notamment pour les expertises techniques de la FIFA, la FERWAFA et le ministère des Sports. Nous invitons tous les Rwandais à venir nombreux car beaucoup de surprises vous attendent.
Ainsi, à travers l'accueil de la FIFA Series 2026, le Rwanda confirme une fois de plus sa capacité à organiser des événements sportifs d'envergure internationale. Une vitrine pour le pays, mais aussi une source de fierté pour toute une nation tournée vers l'excellence et l'ouverture du monde. C'est donc avec cette page sport que nous mettons un point final à cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de programmes de la télévision rwandaise.